Je ne sais pas si je me rappelle le français, parce que je ne parle plus français depuis 10 ans. Parfait. Non, donc en 2001, quand vous êtes arrivé, il y avait un film fait par un Belge d'une ONG Prévention Génocide qui parlait déjà d'escadrons de la mort ou plutôt des exactions de la part de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je pose la question d'abord, est-ce qu'il y avait de la xénophobie vis-à-vis les nordistes à l'époque, comme on disait, et pourquoi ce film en 2001? Et Gbagbo l'avait montré à la télévision, et aussi pour demander des commentaires des gens. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque? Je me rappelle très bien, mais Nicolette, je voudrais, si j'ai la permission, de faire 2 petites promesses. La première, je voudrais saisir cette occasion pour envoyer des salutations au président Gbagbo. Je ne l'ai plus vu depuis longtemps. Je sais tout ce terrible période qu'il a dû passer en prison à La Haye. Je connais son esprit, je connais sa politique, j'ai pour lui un grand respect et je voudrais lui dire un grand bonjour et courage. La deuxième petite promesse, c'est pour toi, Nicoletta. Je te connais depuis longtemps. Je sais ta bataille pour la vérité, pour la justice, pour l'Afrique et pour Gbagbo. Et c'est une autre chose pour laquelle j'ai beaucoup de respect. La question, je pense que je t'avais déjà répondu à cette question lors d'une autre rencontre il y a quelque temps. Oui, ce documentaire a été un coup de foudre en Côte d'Ivoire, parce que la haine ethnique n'existait pas. Bien sûr, il y avait des différences ethniques. Bien sûr. C'est un pays qui a accueilli beaucoup de personnes qui venaient de l'étranger, qui étaient porteuses de cultures différentes, surtout les hommes et les femmes qui venaient du désert, donc des pays du Nord, du pays sahélien, et qui devaient s'habituer à une culture, à des méthodes de travail et de vie complètement différentes, dans un pays équatorial, dans un pays de forêt, d'eau, de nourriture. C'était comme passer du désert au bonheur. Et donc il y avait différence, bien sûr, mais il y avait une vie paisible partout. Quand je suis arrivé, j'étais frappé par le fait qu'à Abidjan, il y avait une coexistence des différentes ethnies, des différentes religions. J'étais frappé par le fait qu'il y avait des familles où il y avait le mari ou la femme qui était catholique ou qui était animiste, et le mari qui était un musulman. Donc, je ne voyais pas du tout, et nous ne voyons pas du tout venir cette génocide, cette poudrière dont on parlait. Et Gbagbo lui-même a été surpris, au point qu'il a voulu ouvrir tout de suite une discussion publique. Il a demandé à la télévision de présenter ses documentaires pour ouvrir un débat. Débat qui a été courageux, ouvert. Je dirais un débat laïque. Mais la question qu'il faut se poser, surtout aujourd'hui, pourquoi ce documentaire, pourquoi ces mensonges sont sortis juste avant que ça se réalise? Est-ce que c'était une préparation à quelque chose qui mijotait déjà à la cuisine de quelqu'un d'autre? C'est la question. Mais bon, ça c'est la réponse que je crois que je t'avais donnée l'autre fois. Je ne peux pas la changer parce que c'était et c'est la réaction de quelqu'un qui a vécu les heures, les jours dramatiques de l'entrée de ce grand pays en guerre. Et beaucoup d'années plus tard, donc carrément 18 ans plus tard, 16 ans,
il y a un certain Jérôme Pine, fils de Dominique Pine, le conseiller de Vignal, qui vient de sortir maintenant en 2019 un film 69 jours, les jours des assassins ou quelque chose comme ça. Et vous avez vu ce film, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je l'ai vu. J'ai vu ce film. Ce film me confirme qu'il y a un mauvais esprit. Il y a des partis pris qui continuent à traverser, à faire vivre la mentalité de certains groupes français. Parce que comment est-il possible d'analyser les premiers jours du coup d'État sans parler de l'origine de ce coup d'État? On commence ce documentaire par des épisodes terribles qui ont suivi d'une semaine ou 10 jours le coup d'État. Et on ne commence pas par le coup d'État. Serait rationnel, serait normal de commencer par le commencement. Non, on commence par une interprétation qu'on ne donne même pas, mais on la laisse passer d'une manière qui n'est pas claire et qui n'est pas honnête. Reprenons les choses. Nous sommes en septembre 2002. Gbagbo a vécu déjà des moments difficiles. Depuis son élection, d'une manière calamiteuse, il gagne le pouvoir, ce pouvoir transmis aux civils, sous la pression internationale, sous la pression de l'Union européenne, qui avait coupé l'assistance à la Côte d'Ivoire du général Guèye, parce que l'Union européenne, parce que la communauté internationale était contre les régimes militaires. Et donc on disait, il faut procéder aux élections. Et la Côte d'Ivoire va vers les élections. Les élections sont gérées par le président en exercice, qui était le général Guèye. Ouattara est mis hors de la compétition électorale. Ce n'est pas par une décision de Gbagbo, qui n'était pas au pouvoir, mais Gbagbo gagne les élections. C'est le début de toute l'histoire. Nous ne pouvons pas oublier ce passage fondamental. Tout ce qui se passe après le massacre de Yopougon, le grand tentative de pacification du pays avec le Forum de réconciliation nationale, la pression qui est faite par Gbagbo, parce que ses adversaires politiques, y compris Ouattara, rentrent au pays, viennent se présenter devant l'opinion publique de son pays. La décision de Gbagbo d'ouvrir le pouvoir politique à toutes les ethnies. Le président de l'Assemblée est un homme du Nord. C'est un musulman du Nord. Sa femme est une Burkinabé. Mais son ministre des Affaires étrangères, le grand chef après Gbagbo du parti Sangaré, c'est un homme du Nord. Ce n'est pas un gouvernement bêté. Bien sûr, Gbagbo était embêté. Et alors? Mais il avait essayé de continuer sa démarche pour un parti et un gouvernement qui était un peu en dépassement des conflits ethniques, ou des rivalités, ou des différences ethniques. Et tout ce processus qui a une durée d'une année est sous le contrôle, l'observation, la critique de l'Union européenne. Tous les 15 jours, tous les mois, les ambassadeurs européens sur place discutent des mesures prises par le gouvernement Gbagbo pour voir est-ce que
il y a des réformes dans le système administratif, dans le ministère de la Justice, dans l'organisation des forces armées, pour renforcer cette cohésion sociale et le jeu démocratique. Et chaque fois, on donne des cotes, comme à l'école. On disait au président Gbagbo, ah, ici, ça ne va pas. Ah, cette partie-là, c'est bien faite. Là, il faut introduire des réformes. Ça dure une année. Et après une année, l'Union européenne déclare officiellement, vous avez bien travaillé. Vous pouvez être réadmis dans le groupe des pays qui reçoivent l'aide de l'Union européenne. Une reprise pleine et entière, comme disait le document officiel, pleine et entière de la coopération européenne. Nous sommes en juin 2002. Et Gbagbo décide, alors que la situation semble s'améliorer avec la communauté internationale, de commencer sa relance de l'image de la Côte d'Ivoire. Et là, il décide de partir pour Rome. Quel désastre! Quelle décision mauvaise! Aux yeux de Paris, c'était inadmissible que le colon, l'esclave de hier, ne vienne pas demander d'abord la bénédiction à Paris. Mais il décide d'aller à Rome. À Rome. Et pourquoi à Rome? Je pense que la décision du président Gbagbo fut déterminée un peu par une partie qui n'a pas été mise en valeur suffisamment. Parce que Gbagbo était un Africain, un vrai Africain. Et Gbagbo était aussi un président africain. Mais il avait dans sa tête une formation classique latine, forte, un grand amour pour cette Rome qu'il n'avait jamais visitée et qu'il vivait un peu dans son imagination. Et donc, on devait passer par Rome. Rome, il y avait le Vatican, donc il pensait aussi à la politique, pas seulement ses souvenirs classiques. Mais bien sûr, dans le programme de la visite, l'idée de se rendre al Campidoglio pour regarder du balcon du maire de Rome al Campidoglio il foro romano, là où il y avait tous ses souvenirs d'école. Et également l'autre Laurent. Il aimait beaucoup l'autre Laurent, Lorenzo Fiorentino dei Medici, Laurent le Magnifique. Différentes raisons. En fait, je ne sais pas. Certainement, la décision prise de partir le 17 septembre pour Rome, j'ai trouvé ça une autre faute. Pourquoi le 17? Pour un Napolitain comme je suis, le 17, c'est un jour qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. 17, ce n'est pas tout à fait un numéro qui porte chance à Naples. Je lui avais dit, président, partez le 18. Il est parti le 17. Le 18, nous étions à Rome, avec la délégation officielle, pour une visite officielle. Il était accompagné par son épouse. Je me rappelle parfaitement cette journée du 18 qui commence par une réception à la présidence de la République italienne. L'accueil chaleureux de la part du président Ciampi. Les deux qui parlent un peu en latin. Et Ciampi est étonné de trouver un président africain qui a cette culture, Et après, l'après-midi, nous avons rencontré Berlusconi, qui était le chef du gouvernement. On parle d'avenir, d'investissement dans le tourisme, valorisation des côtes. Et après, finalement, il Campidoglio, le spectacle du foro romano. Et finalement, le soir, nous sommes tous
aller à la résidence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, Richard Zadi. Richard Zadi a été un grand ami. Nous sommes devenus des amis. Moi, j'ai représenté l'Italie dans son pays, lui représentait son pays à Rome. Et on avait une relation qui n'était pas uniquement professionnelle, mais aussi amicale. J'avais beaucoup d'estime pour lui. C'était la première fois, je crois, qu'un ouvrier immigré, clandestin, qui était arrivé en Italie, sans un sou, sans rien, et qui était devenu petit à petit, le représentant de tous les immigrés africains en Italie, qui parlait italien parfaitement bien, qui participait à tous les grands débats à la télévision italienne, et qui connaissait les lois italiennes mieux que les Italiens, quand Gbagbo est devenu président, l'appel pour lui dire « Tu seras l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie ». Ça, je pense aussi, c'est une partie de cette personnalité de cet homme. Il est vrai que Richard Zadi était le représentant de son parti en Italie, donc il y avait une liaison politique. Mais le fait de choisir un homme de combat social et un homme qui était capable, avec ses propres moyens, de réussir, de s'imposer et avoir respect pour ce processus et cette capacité de s'affirmer dans la société, c'était un trait caractéristique du président Gbagbo. Il regardait, il avait autour de lui des jeunes, des gens qui y prenaient de la rue, mais s'il était capable. C'était un peu le cas de son malheureux ministre de la Jeunesse, qui a passé de longues années à La Haye ensemble avec Louis Blégoudet. Bon, alors, nous étions à la résidence de l'ambassadeur Zadi quand les premières nouvelles arrivent. Il y a des fusillades, il y a des combats. Mais où? En Côte d'Ivoire, où? C'était pas clair, les premières informations. Et après, autour des grandes institutions, la télévision, les maisons des ministres. On se quitte, c'était vers minuit, j'appelle mon ambassade, j'appelle le conseiller qui était chargé de l'ambassade, Adriano Monti, et je lui dis, Adriano, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne sais pas, mais on entend des tirs, on entend des fusillades, il y a des combats. Et bon, alors, le documentaire de notre ami Pine ne devrait pas partir de ça. Parce que là, cette nuit-là, est l'origine de tout, Nicoletta. Là est l'origine de tout. Il y a des agresseurs, il y a des agressés. Il y a des gens qui ont pris les armes pour renverser un gouvernement, élu d'une manière quelle que soit, mais un gouvernement reconnu par la communauté internationale, reconnu par le peuple ivoirien, qui s'était retrouvé autour de cet homme, de cette idée de multipartisme, de démocratie, les idées pour lesquelles Gbagbo s'était battu toute la vie. Il avait passé des années en prison, il avait été exilé en France à cause de ça, pour son combat. C'est autour de cette agression que tout le reste elle a une conséquence. Bien sûr, il y a eu des réactions. Parce que les gens qui ont pris les armes n'ont pas pris les armes pour les montrer. Ils les usaient. Et qu'on les armes qu'il avait reçues de on ne sait pas qui. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui. Et c'est 300, 600, 800, on ne sait pas. Qu'on appelait les assaillants à cette occasion. Après, on les appelait les rebelles. Après qu'ils sont devenus petit à petit, grâce à la France, on les a légitimés. On a mis un tapis rouge pour les recevoir à Kléber. On les a légitimés. Mais ils étaient des assaillants.
J'ai tout le respect pour ceux qui ont des idées différentes. Et j'ai tout le respect pour ceux qui ont des intérêts à défendre, même personnels. Mais pas pour ceux qui prennent les armes. Et surtout pas ceux qui, avec les armes, tuent des innocents. Ils ont occupé les villages du Nord en coupant la gorge aux gendarmes qui étaient sans défense, désorganisés. Et ils sont passés comme dans le beurre pour arriver avec l'air 4x4, on dit fiammanti, magnifique, neuve, armés jusqu'aux dents, avec les belles uniformes. Ils payaient même le carburant aux stations d'essence. Et ils sont arrivés à Abidjan. Mais à Abidjan, ils ont trouvé à la résistance. Parce qu'il y a eu des groupes armés qui les ont reçus avec les armes. Mais cette nuit-là, Nicoletta, ils ont tué les ministres de l'Intérieur. Ils sont allés chez lui, ils dormaient à la maison, Bogadoudou. Le pauvre, il a essayé de se sauver. Il a eu peur. Il a essayé de se sauver. Il n'avait même pas un pistolet avec lui. Il est sauté pour sortir de son jardin. Il a sauté le mur. En tombant de l'autre côté, il a cassé la jambe. Il est resté par terre, blessé. On l'a tué. Ce n'était pas un coup d'État pacifique. Les coups d'État ne sont jamais pacifiques. Mais c'était un coup d'État qui demandait une résistance. L'épouse du ministre de la Défense a subi des violences. Son mari s'est sauvé parce qu'il s'était caché dans sa maison. Le lendemain matin, quand je suis allé voir le président Gbagbo, il était à l'hôtel. Je suis arrivé chez lui à 6 heures du matin pour demander qu'est-ce qui se passe. Et il a réagi d'une manière, je me demande encore aujourd'hui, quel était vraiment le fond de sa pensée. Parce qu'il avait l'air très calme. Il disait, ces petites choses sont des militaires auxquels on a nié leurs droits. Il faudra satisfaire leurs demandes de promotion et un peu d'argent arriéré. On va régler ça. Mais quand la nouvelle est arrivée, que son ministre de l'Intérieur avait été tué, Gbagbo a compris que ce n'était pas une question, une petite affaire. Et alors il a dit, je dois suspendre la visite. Il avait rendez-vous avec le pape. Ce matin, 19, il a dit non, je rentre à Abidjan. J'ai dit, président, je vous accompagne à l'aéroport. Et si vous permettez, je prends l'avion avec vous. Je rentre à Abidjan avec vous. Non, je rentre seul. Je l'ai accompagné. À Ciampino, il avait son avion. Il pleuvait ce jour-là. Un orage romain. De ces orages qui durent 10 minutes, mais avec une pluie du type les pluies d'Abidjan. Nous sommes arrivés à l'aéroport, je l'ai vu rentrer, on s'est salué. Et l'avion ne part pas. J'attends, et après un bout de temps, je vois que l'avion ouvre le portail et on demande que le président descende. Et le président est rentré en disant, j'ai parlé avec mes hommes, avec la radio de bord, pour connaître quelles sont les conditions de sécurité.
l'aéroport d'Abidjan, si j'arrive. Et si j'ai un autre aéroport où je peux descendre, et ils m'ont dit non, président, on ne peut pas. L'aéroport d'Abidjan n'est plus sûr. Il a dit, mais les Français, il assure ma sécurité. Il dit, ah non, justement, ce sont les Français qui ont occupé l'aéroport, et nous, on n'est pas sûrs. Vous devez attendre. Et nous sommes rentrés à l'hôtel. Ça, c'est, Nicoletta, je crois, fondamental. Le documentaire de Pen, Pim Pen, aurait dû mettre en lumière cette affaire terrible. Pourquoi renverser un régime qui commençait les premiers pas d'une pacification, qui commençait à introduire les réformes, même du problème, par exemple, des élections des municipalités, du gouvernement des municipalités, pour essayer de venir en compte aux différences ethniques qui existaient. Pourquoi nier l'appui à un parti qui avait comme seule tradition le multiethnisme, multipartisme? Pourquoi? Parce qu'il avait choisi Rome plutôt que Paris? Non. C'était un problème beaucoup, beaucoup plus important, Nicoletta. Et que souvent, quand nous parlons d'Afrique, nous oublions. Cette année, nous célébrons l'indépendance africaine. 60 ans d'indépendance. En 1960, 17 pays africains sont en même temps indépendants. Mais quelle indépendance, Nicoletta! Quelle indépendance! Cette indépendance a été, oui, une indépendance politique, bien sûr. Mais tout le pouvoir reste dans les mains des colons, des anciennes puissances coloniales, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir militaire. Cette indépendance, 60 ans plus tard, est encore un combat en cours. Il y a des pays qui ne se sont pas complètement libérés. D'ailleurs, le professeur Kalkinovati, le pauvre, il n'est plus avec nous, le professeur Kalkinovati, mais un de ses dernières conférences que nous avons organisées ensemble avec Kalkinovati à Pavia, il y a 3-4 ans, je crois. Kalkinovati avait fait une relation, la dernière, je crois, la dernière fois qu'il a parlé en public, où il disait, mais tout ce partenariat dont on parle, la coopération avec la ownership africaine, tout, mais ce sont des blagues. C'est la domination européenne qui continue. Et c'est seulement aujourd'hui que je vois naître vraiment une Afrique indépendante, mais avec des souffrances encore. Et c'est ça, c'est la seule réponse que je suis capable de donner à cette politique française vis-à-vis de Gbagbo. Parce qu'il n'y avait aucune raison pour mener une guerre contre Gbagbo. Et cette guerre a coûté cher à la Côte d'Ivoire, très cher à la Côte d'Ivoire, très cher. Alors, le documentaire de notre ami là, c'est une petite chose dans ce grande et terrible page de l'histoire africaine. C'est une petite chose. Il disparaîtra comme toutes les mensonges. La France essaye de couvrir certains avec le secret, certains même des enquêtes judiciaires qui sont en cours, pour essayer de clarifier certaines des pages obscures de cette crise ivoirienne. Je pense surtout au bombardement de Bouaké. Il y a eu des morts français. Naturellement, les peu de morts français nous font mal,
Nous pensons à leur famille, à ces pauvres jeunes, mais il y a eu des milliers de morts ivoiriens de l'autre part. Pourquoi? Pourquoi? Il faudrait s'interroger à ça. Et alors, il faut se demander à quoi ça sert cette Cour internationale de justice à laquelle l'Italie a donné dès le début aussi grand appui. À quoi ça sert? Une Cour internationale qui est incapable de porter un peu de lumière sur cette page de l'histoire. Le contraire, elle a mis sous couverture la vérité. Elle a caché la vérité. Elle a gardé en prison ce président qui avait des limites, comme tous les présidents, tous les hommes politiques, qui a fait des fautes, bien sûr, mais qui ne mérite pas les accusations qui ont été formulées contre lui. Et juste une chose, je me rappelle dans l'autre interview, vous m'avez dit que Ouattara était venu vous voir pour parler de la question d'exclusion et que vous étiez un peu choqué et vous avez aussi rassemblé les autres ambassadeurs. Oui, mais ça c'était, j'ai mentionné le fait qu'au début de l'été 2002, l'Union européenne, les ambassadeurs avaient donné un avis favorable, et Vignal faisait partie de ce groupe à cette époque, et qu'il était très favorable à Gbagbo à cette époque. Il avait signé avec nous avec tous les ambassadeurs, ce document important de reconnaissance de la bonne marche de la politique ivoirienne. Et Ouattara réagit à cette prise de décision de l'Union européenne et demande de me voir parce que le 1er juillet, j'avais la position de président en exercice de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il demande de venir. Et il vient à la résidence et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez pris des positions favorables à ce régime parce que vous ne voyez pas la crise, l'opposition qui monte et qui peut provoquer un désastre, la guerre civile. Alors moi je dis mais non, nous on ne s'est pas aperçu de ce climat de guerre civile. Et quels sont alors moi je me rappelle que je lui avais dit, vous devez me donner des questions précises. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement Gbagbo? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes dans la position encore de négocier pour demander. Il n'avait pas répondu. Il avait dit non, je ne suis pas satisfait parce que les ambassadeurs ici, donc l'Union européenne, ne sont pas attentifs à la situation. Ils n'ont pas le courage de voir le problème qui vont venir. Alors j'ai réuni les autres ambassadeurs. J'ai dit, quelle est la signification de cette rencontre? Alors, comme je t'ai dit, je crois, la dernière fois, je suis un peu sicilien sur certaines questions. Alors, je me demande toujours quel est le message exact. Parce que, comme disent les Siciliens, il y a toujours, quand on parle, plusieurs interprétations données aux paroles. Quel était le message? C'était un avis. On voulait nous mettre au courant que quelque chose de grave allait se passer d'un moment à l'autre. Nous avons simplement dit, nous devons intensifier les contacts avec l'opposition, donc l'RDR et Ouattara particulièrement, plus important encore que lancer des grandes propositions comme celle de Gbagbo pour le gouvernement d'unité nationale qu'il avait lancé en même temps.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y avait peut-être certainement, du point de vue de Ouattara, personnellement, un mécontentement. Parce que lui qui avait été le Premier ministre du pays avec Houphouët, il n'avait pas accepté son élimination du jeu politique, qui n'était pas une décision prise par Gbagbo, attention. Ça, c'était une décision qui était prise par Bédié. En plus, Ouattara, le RDR, avait voté la Constitution qui automatiquement l'excluait. Mais bien sûr. Donc, lui croyait d'avoir subi un tort, oui. Il avait, comme beaucoup de personnes, légitimement l'ambition d'être lui le président. Il avait même l'envergure, les capacités. Mais peut-être il n'avait pas la patience. Il faut avoir la patience d'attendre. C'était tous un malentendu qui s'est joué en 2-3 mois. Et autour de ces malentendus, il y a eu un désastre gigantesque. Mais la France y est malheureusement pour beaucoup. Et surtout cette idée que le colonialisme n'était pas fini. Le pays n'était pas indépendant, n'avait pas le droit de choisir son avenir, mais il devait passer par l'approbation française. Et quand les choses ont pris la tournure du coup d'État de septembre, le BIMA n'a pas réagi. Il y avait un accord entre la France et la Côte d'Ivoire que le BIMA était là pour défendre quoi? Les institutions. Quelles institutions? Les institutions qui sont en place. Il n'y a pas d'autres institutions possibles. Mais le BIMA qui était prêt. Le commandant du BIMA m'a dit, on était prêt. Quand on a entendu tirer, on a dit, bon, demain, on s'en occupe. Et il m'a dit, en 2 jours, on aurait réglé l'affaire. Mais l'ordre n'est pas venu. Et Vignal, qui appuyait Gbagbo, 1 an, 2 ans plus tard, change complètement d'avis. Il devient un adversaire tellement violent contre Gbagbo que Gbagbo doit demander qu'il soit renvoyé. Et de Villepin, ministre des Affaires étrangères, le met dans son avion et le prend à Paris pour terminer l'affaire. Pourquoi Vignal change sa position? Nous n'avons jamais compris. Nous, qu'on était ses collègues, on se voyait tous les jours. Et on ne comprenait pas. Qu'est-ce que disaient les autres ambassadeurs? Dernière question, comment est-ce qu'ils interprétaient les rebelles? Au fond, on voyait que quand c'est sorti à Kléber, Soro, il était quand même dans le RDR, dans les élections de 2000, pour les législatives, les municipales. Donc pourquoi on n'a pas fait le lien que ces rebelles étaient du côté de Ouattara? Et qu'est-ce que disaient les autres ambassadeurs? Pourquoi on parlait de crise ivoiro-ivoirien et pas d'un coup d'État? Bon, écoutez, évidemment, la position française était claire à tout le monde que la position française était fondamentale. Et nous, on était des ambassadeurs européens. Donc la France était partie de nous. Moi, on m'a demandé d'aller à Bruxelles pour parler à une rencontre au Coreper sur cette situation. Et moi, je n'ai pas caché ce qui était mon évaluation. J'étais jusqu'en décembre le président en exercice de l'Union, donc j'ai dit il faut que rapidement l'Union européenne revoie sa position. Parce que, Nicoletta, tu vois, les ambassadeurs, tout de suite après le coup d'État,
se sont réunis et ont préparé un document qui a été transmis à Bruxelles et qui a été repris par Bruxelles et qui condamnait le coup d'État. Donc il y a une condamnation ferme de l'Union européenne. Parce qu'on venait d'une période avec un gouvernement militaire, on avait sanctionné ce gouvernement militaire, on avait approuvé le passage à un gouvernement démocratique ou civil, on l'avait suivi dans toutes ses évolutions pendant les premiers temps, et on voit d'un coup tout ça être remis en cause par un coup militaire. Alors on l'a condamné. Mais ces documents, quelques semaines plus tard, a été oublié, finito. Alors quand je suis allé à Bruxelles, j'ai dit attention, la politique européenne en Afrique ne peut pas être changeante au fil des intérêts. Quels intérêts? Quels intérêts? Les seuls intérêts qui doivent nous guider sont les intérêts de l'Afrique. Si nous voulons construire cette amitié, consolider une amitié différente de l'amitié coloniale qui n'était pas une amitié. Mais si on voulait, on devait regarder aux intérêts de l'Afrique, pas aux intérêts des petites affaires, parce que quels intérêts avait la France contre Gbagbo? Disons franchement, petites affaires. Ce n'était pas de grands intérêts. C'était la tradition des services secrets français. Permettez-moi de dire, maintenant que je suis vieux, et je peux me permettre de dire les choses comme je les pense, c'était des mauvais conseils que le président Chirac et que le gouvernement français recevaient. Des services habitués à considérer Gbagbo un homme de la gauche, une gauche dangereuse pour l'Occident. Fait des choses ridicules. Gbagbo, homme de gauche, oui, un progressiste, on dirait aujourd'hui. Et un progressiste, et encore. Un progressiste qui était prêt à faire toutes les négociations qu'il a fait avec les grands capitalistes français. Alors, quelles étaient vraiment les difficultés? Difficultés qui ont mis la France sur un mauvais chemin alors et qui, encore aujourd'hui, freinent notre amitié avec l'Afrique. Et aujourd'hui que l'Afrique se libère. Et se libère, Nicoletta, grâce à une chose, grâce à un mouvement démographique. C'est ça le facteur qui vraiment change tout le cadre de la situation africaine. 300 millions, aujourd'hui 1 milliard 200 millions et dans 40 ans, 2 milliards 500 000 habitants en Afrique, signifie la jeunesse. La jeunesse ne connaît pas le colonialisme. La jeunesse ne connaît pas la France. Non. On se libère parce qu'on a repris conscience de son identité. Celle que nous, le colonialisme, avait niée. Vous n'avez pas d'identité. Même l'Église catholique disait, vous n'avez pas d'âme. Les Noirs n'ont pas d'âme. Donc on pouvait les vendre. On était arrivé à ce point-là pour justifier une période vraiment noire de l'histoire de l'Europe. Mais aujourd'hui, nous devons faire très attention. Parce que pendant que nous ne nous réveillons pas, parce qu'encore aujourd'hui on ne se réveille pas à cette vérité, il y a d'autres qui sont présents sur le terrain. C'est la Chine. Mais ce n'est pas uniquement la Chine. Tu sais, Nicoletta, que la Turquie, par exemple, un petit pays, mais un grand empire, avec une tradition d'un grand empire, a ouvert, je ne sais pas, une trentaine d'ambassades en quelques années en Afrique. C'est une présence. Et l'Europe, où est l'Europe? L'Europe s'enferme, s'isole,
fait la guerre contre les immigrants. Va bene, ça c'est autre discours. Et juste, dernière chose, c'est Simone. Tu dis toujours dernière, hein? C'est juste Simone Gbagbo. Je trouve un peu absurde parce qu'elle a gagné quand même un procès contre les crimes contre l'humanité à Abidjan. Elle était acquittée à Abidjan. Après, Ouattara l'a condamnée pour 20 ans pour déstabilisation de l'État. Mais bon, même si elle était l'État à l'époque, bon, ça c'est autre chose. Mais de toute façon, elle avait gagné son procès de crimes contre l'humanité. Et maintenant, la Cour pénale internationale insiste encore aujourd'hui de l'arrêter. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position de La Haye? Écoutez, moi, de La Haye, je viens de dire que je trouve que c'était, à mon avis, une des plus grandes faillites sur le plan international des bonnes idées, des bons projets, qui après ont été manipulés et qui ont été transformés par quelque chose de très coûteux et inutile, s'il n'est pas dangereux. Qui sont les accusés qui sont mis en prison sont les Africains. Les Africains. Sont eux les coupables. Mais qui était derrière, qui manœuvrait les ficelles? Non, il faut changer d'optique. Moi, je dis toujours, quand je parle d'Afrique, chers amis, cambiamo di occhiali. Il faut changer la manière de regarder, essayer de comprendre ce miracle qui se passe sous nos yeux, de ce continent qui se réveille, qui a des difficultés immenses. Construire les États, construire les nations, développer l'économie, développer l'infrastructure. Tu penses, par exemple, au problème des infrastructures. Toutes les infrastructures coloniales, qui sont restées jusqu'à hier, c'était des infrastructures qui allaient du centre vers la périphérie, parce qu'on devait amener les matières premières qu'on arrachait en Afrique, on devait les amener dans nos pays. Donc, les chemins de fer, les grandes routes étaient faites mais il n'y avait pas de liaison interne. Alors aujourd'hui, pour parler entre les Africains, on dut tout construire, repartir à zéro. Il n'y avait rien. Tout ça demande que nous regardons tout ça avec beaucoup de respect. Et nous pensons que le respect est l'humanitarisme, c'est-à-dire cette attitude de regarder les Africains comme des pauvres qui ont besoin d'être aidés parce qu'ils sont des misérables, parce qu'ils sont incapables. Non, 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 ça n'existe plus. Changeons d'optique.